Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode du podcast Dans votre intérêt. Ce projet est encore présenté par Nicolas Savard, Raphaël Carignan, Vincent Lavoie et Vincent Lévesque. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de connaissances générales financières. Puis, pour débuter aujourd'hui, ce sera les types d'investissement et l'investissement en général. Comment ça fonctionne et son processus. Moi, j'avais une petite question finalement pour commencer, là. Donc, je me demandais, là, pourquoi investir? Ça sert à quoi? Ben, il y a un concept qui s'appelle l'inflation. Vous avez sûrement déjà entendu beaucoup parler dans les dernières années. Euh, je le rappelle, c'est quoi pour ceux qui auraient oublié? C'est l'augmentation du niveau général des prix. Ça tourne autour de 2% par année. Donc, par exemple, si votre pizza vous coûtait 10$ l'année passée, ben là, elle va vous coûter 10 et 20. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça fait diminuer votre pouvoir d'achat. Donc, par exemple, si vous avez 10 000 $ qui dorment dans votre compte, ben c'est quand même 200$ qui est gaspillé, 200$ de pouvoir d'achat en moins que vous avez à la fin de l'année. Donc, la solution, c'est d'investir pour espérer que votre capital grandisse plus vite que l'inflation. Donc, par exemple, si vous avez 5% de rendement sur vos placements, ben, au lieu de perdre 2% à cause de l'inflation, vous allez gagner 3% en pouvoir d'achat. Puis souvent, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sous-estiment à quel point l'investissement, ça peut être avantageux, surtout à long terme. Donc, il y a un concept qui s'appelle l'intérêt composé, qui est assez dur à concevoir, mais qui a vraiment un effet exponentiel à long terme, qu'on sous-estime. Donc, l'intérêt composé, c'est quoi? C'est de faire de l'intérêt sur les intérêts. Donc, par exemple, 10 000 $ placés à 5% d'intérêt par année, 5% qui est un taux normal à peu près, ben, la première année, vous allez faire 500 $ d'intérêt pour un total de 10 500 $. Mais la deuxième année, vous n'allez pas faire 5% sur 10 000, vous allez faire 5% sur 10 500. Donc déjà là, c'est 525 $ d'intérêt, puis c'est 25 $ de plus que l'année précédente. Donc, il y a vraiment un concept là, qu'on parle d'intérêt composé. Là, on parle souvent finalement d'effet boule de neige. Donc, l'effet boule de neige, là, c'est pareil comme si on mettrait une petite boule de neige finalement, sur le top de la montagne, puis on la laisse descendre. Elle va toujours grossir, grossir, grossir. Elle va prendre beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de grosseur. Puis finalement, à la fin, elle va devenir inarrêtable. Donc, c'est vraiment ça un peu une façon imagée de voir finalement l'intérêt composé. Ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple, ça. Puis même, j'avais un exemple peut-être un peu plus concret, euh, parce que là, c'est sûr que, tu sais, sur 10 000, un 500 $ ça peut paraître petit en un an, mais je vais vous montrer que la croissance, ça peut vraiment valoir la peine au bout de quelques années. Fait que, mettons, on reprend le même exemple, 10 000 $ à 5% par année. Les gars, je vous pose la question, donnez une estimation. Le premier 100 000, combien de temps vous pensez que ça vous prend? Je sais pas, là, moi je pense que ça va être trop long à se rendre. Là. Ça va pas assez vite. Mais 10 000 pour se rendre à 100 000, ça va prendre notre vie au complet, 75 ans. Moi, je dirais à peu près une soixantaine d'années. Là. Non, ben la bonne réponse, en fait, c'est 45 ans. Donc oui, c'est quand même long. Mais à partir de là, combien de temps vous pensez que ça prend de partir du 100 000 puis de se rendre à 200 000? Bah, je dirais un peu moins vu que c'est des intérêts composés, donc peut-être 30 ans. Un peu moins, je dirais un peu moins que ça. Je dirais peut-être une vingtaine d'années. En fait, la bonne réponse, c'est seulement 14 ans plus tard que vous allez passer de 100 000 à 200 000. Donc, ça montre à quel point votre capital peut grandir rapidement. Surtout si, de base, vous avez investi plus que 10 000 $. De 10 000 à 100 000, ça prend 48 ans. Puis de 100 000 à 200 000, ça prend 14 ans. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de commencer à investir le plus tôt possible. Puis aussi, investir le plus régulièrement possible. Ça n'a même pas besoin d'être des gros montants. Ça peut être, mettons, un 100$ par mois. À chaque mois, ben ça peut vraiment grandir vite. Maintenant qu'on a parlé de pourquoi investir, c'est quoi un placement? En fait, on parle souvent de titres pour parler d'un placement. Mais des placements, il faut savoir qu'il y en a vraiment plusieurs genres. Je vais commencer finalement par vous parler des fameux titres, ceux qu'on appelle aussi actions. Donc, finalement, les actions, les titres, c'est comme finalement une pointe de gâteau. C'est une part, mais pas une part d'un gâteau, c'est une part d'une entreprise. Donc, l'entreprise, finalement, elle vend finalement des titres, elle se sépare en plusieurs fractions pour finalement pouvoir acquérir une nouvelle usine, acquérir quelque chose comme ça. Mais ça coûte plusieurs milliards de dollars, ces choses-là. Donc, pour ça, elle s'aide finalement un peu de la population en général, des autres entreprises qui vont investir finalement dans
l'entreprise en question. Donc, ça fonctionne aussi selon le principe que si le monde en veut plus, ben on va finalement le vendre plus cher. C'est pareil, admettons, un gâteau, s'il y a plus de monde qui en veulent, ben on va vendre les parts plus cher. Donc, le but, c'est comme à l'épicerie un peu, c'est d'acheter à rabais, puis on va le vendre quand ça va être plus cher. On fait ça un peu aussi avec nos autos. Nos autos, finalement, on va l'acheter à un certain prix, puis notre but, ça va être soit de le vendre le plus cher possible, même si des fois, ça va être pas mal moins cher que quand on l'a acheté. Bref, finalement, c'est comme une propriété partielle d'une entreprise. Donc, c'est pas nous qui possédons toute l'entreprise, on possède une petite partie. Ça peut être 1%, 2%, 0,1%. Et quand on en a beaucoup, cela, ça nous donne finalement certains droits. Donc, on peut finalement participer aux assemblées générales, participer finalement, on peut avoir des droits aux bénéfices, on peut avoir des dividendes, tout ça. Mais ça en prend vraiment beaucoup. Donc, finalement, si vous êtes quelqu'un qui regarde notre podcast, donc je pense pas que vous en avez assez finalement pour faire partie de ces personnes-là. Mais vous pouvez pareil recevoir les dividendes et tous les bénéfices que cela vous apporte. Ben, tout comme il existe des épiceries, ben, il existe le marché boursier. Donc, c'est comme un endroit où on peut acheter des titres. Il va y avoir des gâteaux moins chers, des gâteaux plus chers, il va y avoir d'autres choses que des gâteaux. Donc, finalement, il faut juste acheter le gâteau le moins cher possible pour le vendre le plus cher. Le but, finalement, c'est que notre gâteau prenne plus de valeur que les autres gâteaux. C'est comme ça, finalement, qu'on ressort gagnant du marché boursier. Ils sont vraiment très accessibles, faciles à vendre. Un peu comme, finalement, les épiceries sont un peu partout au Québec. Il y a les Super C, les métros, etc. Ben là, il y aura plusieurs marchés. Puis, ils sont faciles d'accès par toutes nos applications, tous les sites web, etc. Donc, il faut vraiment s'assurer, par contre, d'y connaître parce que c'est quelque chose qui est plus complexe qu'on le pense. Tu sais, je vous l'écris finalement avec des gâteaux et quelque chose comme ça, mais c'est quand même plus complexe que seulement des gâteaux. Donc, je vous conseille vraiment de mieux vous informer si vous voulez finalement en savoir plus puis commencer à investir par vous-même. Parfait, Vincent. C'est un petit peu plus clair pour les actions. Maintenant, si je ne veux pas investir directement dans les actions, je peux investir dans quoi d'autre? Ben, il y a plusieurs choses. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a la crypto-monnaie, les fonds communs, les FNB, les CPG. Je vais vous en expliquer quelques-uns, mais je pense pas qu'ils sont tous nécessaires finalement à ça. Donc les actions, pour commencer, c'est pas mal ce qu'on vient d'expliquer, c'est les titres. Après ça, il y a les obligations. Les obligations, là, c'est comme un peu les fameuses fois là, où on demande de l'argent à notre maman. Est-ce que tu peux me payer ça, tout ça? Puis finalement, tu la rembourses après. Donc c'est un peu le même principe, sauf que là, ils vont vous donner des intérêts. Donc, c'est une entreprise qui vous demande de l'argent. Elle vous dit « Hey, est-ce que je pourrais avoir de l'argent? » Vous lui passez votre argent, puis après ça, elle vous le redonne peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, avec un petit peu plus d'argent que ça. Donc, c'est vraiment plus sécuritaire, mais c'est pas sécuritaire à 100% parce que l'entreprise peut toujours tomber en faillite ou peut toujours finalement avoir quelques problèmes. Oui? Là, tu as dit l'entreprise, mais tu sais, ça peut être le gouvernement aussi. Oui, je comprends pas pourquoi j'avais pas dit ça. Mais oui, ça peut vraiment être le gouvernement, ça peut être par des entreprises, mettons Couche-Tard, je sais qu'ils en font. Donc, c'est vraiment bon de s'informer encore là, de savoir quelle entreprise en a, le gouvernement américain, est-ce qu'il y en a, ou tu sais, des affaires comme ça. Sinon, il y a les fonds négociés en bourse puis les fonds communs. La différence entre les deux, c'est que le fonds commun va être avec le gouvernement, puis les fonds négociés en bourse vont être finalement négociés en bourse. Donc, pour ça, finalement, c'est comme un panier d'actions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que finalement, c'est comme un panier préfet. C'est comme un peu le marché Good Food du marché boursier. C'est comme un peu, finalement, vous payez quelques frais pour finalement que quelqu'un gère votre fonds. Donc, il gère vos actions à vous. Donc, ça peut être par exemple un fonds avec des actions d'écologie, un fonds avec des actions de technologie, d'actions de finance. Donc, finalement, c'est comme un regroupement. C'est comme si vous arriviez à l'épicerie puis que votre panier était préfet. Donc, ça peut être très bon pour quelqu'un qui a un peu moins de connaissances, finalement, en bourse. Mais ça peut être aussi très bon aussi parce qu'il y a quelqu'un qui va le gérer pour vous. Ça permet aussi d'avoir une plus grande diversification. Ouais, il y a aussi des fonds, des fonds négociés en bourse gérés passivement. Ça, c'est juste, comme tu disais, un panier d'actions préfaites. Comme par exemple le SP500 qui est les 500 plus grosses compagnies américaines. Mais ça, il n'y a pas de frais. Dans le fond, il ne faut pas que tu payes personne pour gérer ça. Les frais de gestion sont plus bas.
Oui, oui, c'est vraiment bon d'avoir dit ça. Ouais, les fonds de gestion, là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir finalement selon le fonds. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont moins. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça, c'est pour ce qui est des fonds négociés en bourse. Les fonds aussi, ça permet vraiment de répartir le risque, comme Vincent l'a dit, la diversification. Donc, quelqu'un qui est un petit peu moins à l'aise et qui n'aime pas voir son capital descendre, il serait il serait mieux d'investir dans des fonds justement diversifiés et non pas juste dans du stock picking, excusez-moi de l'anglais, dans le fond, qui est choisir une action directement puis tout mettre. Donc, il faut comprendre que selon son investissement, il y a différentes volatilités. Donc, plus qu'on prend de risques, plus qu'il peut avoir de rendement, mais plus qu'on peut en perdre aussi. Donc, c'est vraiment important de trouver son bon profil d'investisseur pour savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Il y a aussi les matières premières et les devises. Par exemple, le pétrole, le jus d'orange, l'euro, le roupie, le dollar canadien. Donc, c'est toutes des choses finalement qu'on peut investir, mais je vous conseille pas finalement de investir dans ces choses-là tant que vous les savez pas vraiment par cœur. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir quand même de la compétence pour investir et je vous conseille finalement d'en savoir plus pour commencer à investir dans ces choses. Moi, par contre, là, il y a vraiment un concept que j'ai plus de difficultés. C'est vraiment les crypto-monnaies. Je me demandais vraiment c'était quoi, ça sert à quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait bon pour m'expliquer ça? Ben oui, pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto-monnaie, c'est similaire aux actions. Au lieu de venir acheter les parts d'une compagnie, on va venir acheter les parts d'une monnaie. Donc, les crypto-monnaies, c'est des monnaies numériques décentralisées. Ils ne font pas affaire à une banque ou au gouvernement. Il y en a plusieurs. Vraiment, le marché est inondé de divers coins. La plus connue, c'est le Bitcoin. Il y en a d'autres comme l'Ethereum, Solana et bien d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marché de l'investissement, la crypto-monnaie reste relativement très nouveau. Il n'y a pas d'historique dans le passé. Donc, c'est difficile de savoir si la crypto-monnaie, ça va être un investissement qui va être fiable à long terme. C'est pour ça qu'il faut rester méfiant et respecter un principe de base en investissement, c'est de comprendre ce dans quoi on investit pour minimiser les risques. Un autre type de placement, ça va être les certificats de placement garanti ou les CPG. Ce qu'il faut savoir, c'est que les CPG, ça va être le placement le plus sécuritaire qu'il y a de disponible. Souvent, ça va être un placement qui ne va même pas battre l'inflation, sauf que ça va être le placement qui est absolument une garantie. Son fonctionnement, c'est on va venir signer un contrat auprès de, par exemple, notre institution financière. On va dire, OK, moi, je vais te donner 10 000 pour 5 ans en échange que tu me donnes 4 % par année. Vous savez déjà, dans 5 ans, combien vous allez avoir d'argent, combien d'argent va vous revenir. C'est pour ça que c'est plus sécuritaire, puis c'est vraiment garanti. Moi, j'avais une petite question. J'en avais parlé un peu tantôt, la diversification, mais est-ce que tu pourrais vraiment plus l'expliquer en détail pour les auditeurs? Mais oui, mais lorsqu'on investit, un principe très important, c'est de diversifier son portefeuille. Donc, comme le principe, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On veut venir répartir nos investissements dans plusieurs types de placements et dans plusieurs secteurs économiques pour réduire son risque global. La diversification, souvent, va marcher lorsqu'on va acheter des actions, des obligations, des certificats de placement garantis, plusieurs types. Comme ça, si par exemple un secteur est en problème, disons qu'il y a une guerre qui arrive et par exemple, s'il y a une guerre qui arrive en Russie, la Russie c'est un secteur qui est très haut en pétrole, donc si on avait décidé de mettre notre portefeuille seulement sur le pétrole et que la valeur du pétrole venait à chuter, ben, on veut absolument éviter de se retrouver dans une mauvaise situation suite à une chute d'un secteur. C'est pour ça qu'on va aller investir dans toutes sortes de secteurs qu'on connaît afin de réduire son risque. Là, je vais revenir avec l'exemple de Vincent. C'est comme quand on fait une épicerie. On va pas juste aller acheter de la viande, on va acheter toutes sortes de choses pour bien s'alimenter. Maintenant qu'on comprend là, c'est quoi diversifier ses placements, où est-ce qu'on va les mettre nos placements? Eh bien, là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, là, c'est des véhicules de placement. Okay? On a vu les types de placement, comment ça fonctionne, mais il y a aussi des véhicules de placement au Québec. Donc, premièrement, au Québec, parmi les nombreux véhicules de placement, les plus avantageux pour les personnes de notre âge et qu'on connaît le plus sont clairement le CELI, le REER, le CELIAP et le REE. Donc, premièrement, pour du monde de notre âge, le compte qui serait le plus avantageux, c'est certainement le CELIAP. Le CELIAP, pour faire ça simple, c'est un mélange entre le CELI et le REER. Pour comprendre un petit peu mieux, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces véhicules de placement-là, on met de l'argent dedans pour ensuite aller la placer.
Mettre de l'argent dans un CELI ou dans un REER, ce n'est pas un placement, ça ne vous rapporte rien. Il faut le placer ensuite, cet argent. Juste à spécifier, Nicolas a dit du monde de notre âge. Du monde de notre âge, donc c'est des 18 ans et plus. Donc c'est vraiment là qu'on peut investir dans un CELI, un CELIAP et un REER. Le REE va être pour les moins de 18 ans. Exactement. Donc, le CELIAP. Ce qui vous permet de faire le CELIAP, dans le fond, c'est que l'argent que vous mettez dedans, elle est déductible d'impôt. Ce que ça fait, c'est que vous allez sauver justement de l'argent en impôt, et donc cet argent-là va rester dans vos poches. En plus de cet avantage-là, qui est normalement réservé au REER, on peut aussi sauver de l'impôt sur les capitaux qu'on fait dans le CELIAP. Comme le CELI, donc l'argent qu'on fait, par exemple, si on met 30 000 $, puis que finalement, à la fin, quand on décide de le sortir, bon, ça devient 45 000. Normalement, il faudrait payer 15 000 d'impôts. Mais dans le CELIAP, cet argent-là est libre d'impôt. Donc, on met 30 000, qui devient 45 000, on reçoit 45 000. Je m'interjecte ici dans votre écoute juste pour vous mentionner quelques petits détails importants qu'on avait oublié de dire à propos du CELIAP. Donc, premièrement, il faut savoir que le CELIAP peut servir seulement à l'achat d'une première propriété. Et aussi, une condition importante, c'est que le CELIAP a une durée maximale d'utilisation qui est de 15 ans. Donc, par exemple, si vous prenez la décision d'ouvrir votre CELIAP à 18 ans, vous avez jusqu'à 33 ans pour faire l'achat d'une première propriété. Sinon, le montant n'est pas perdu, mais il va simplement être transféré dans vos REER. Donc, merci. Bonne écoute. Sinon, le deuxième compte qui serait le plus avantageux, tout dépendant de votre situation, mais en général, à notre âge, ça serait le CELI. Pourquoi le CELI? Eh bien, parce que à notre âge, souvent, on paye peu d'impôts, ce qui fait que on veut absolument retirer le plus d'argent possible sans frais à la fin de l'année. Sinon, le REER, lui, souvent, c'est pour les personnes un petit peu plus âgées, proches de la retraite, puisque quand on est plus âgé, souvent, on a un métier plus qualifié, ce qui fait qu'on a des plus grandes payes et qu'on paye plus d'impôts. Donc, le REER, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est le premier avantage, comme je l'ai dit dans le CELIAP, on reçoit une déduction d'impôt. Finalement, si on est mineur, comme Vincent le disait, donc en bas de 18 ans, il existe aussi un REE. Dans le fond, ça, c'est un fonds qui est utilisé pour les études des jeunes, qui sont justement mineurs, et qui permettent d'obtenir une cotisation de 30% que le gouvernement va vous mettre dedans. Donc, si justement vous êtes mineur, ce serait important d'aller voir ce compte-là aussi. Vous allez voir, c'est vraiment un très, très grand avantage parce qu'un 30%, c'est quelque chose qui est assez rare des fois en bourse. Donc, 30%, là, quand vous avez moins de 18 ans, là, c'est vraiment un avantage pour après ça aller à l'université, vous payer des voyages, n'importe quoi. Remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous en avez appris davantage aujourd'hui sur les investissements et les véhicules de placement. Et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast Dans votre intérêt.